Depuis un bon moment maintenant, mes 3 licences de cœur chez Nintendo sont Metroid, Smash Bros et Fire Emblem. Fire Emblem, c'est une série que j'ai en très haute estime pour plein de raisons. Ça me paraissait donc un peu absurde que j'ai aucune vidéo sur la chaîne qui parle de la licence. Le but ici, ça va pas être de faire une rétrospective super complète et exhaustive de la licence, ça c'est pas possible. D'une part parce que j'ai pas du tout fait tous les épisodes, et d'autre part parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 15 heures. L'idée c'est plus de parler de cette licence que je trouve assez ouf, d'aborder ses hauts, ses bas, ce qu'elle fait bien, ce qu'elle a fait d'incroyable et ce qu'elle fait moins bien aussi parfois. C'est une saga que j'ai découvert ado, je devais avoir genre 12 ou 13 ans, et j'avais halluciné sur les images du trailer de Radiant Dawn sur Wii. J'ai bouffé tous les gaming live sur jeuxvideo.com, j'étais happé par l'univers et c'était mon premier contact avec le tactical RPG. Et en m'intéressant au jeu, j'ai commencé à entendre parler de la réputation de la licence, des jeux super durs où la mort est définitive. On parlait aussi d'unités dans lesquelles tu as investi des dizaines d'heures qui disparaissent purement et simplement. La dark soulisation du RPG, quelque part. Et à l'époque, c'est pas une série qui avait une réputation de série de weeb, c'est une série qui avait une réputation d'élitiste, et elle l'a encore un petit peu d'ailleurs. Du coup, vu que je voulais me sentir comme un vrai gamers, j'ai fini par réussir à me l'offrir en revendant d'autres jeux et j'ai pris une sacrée claque. Radiant Dawn restera mon préféré parce que c'est celui qui m'a fait tomber amoureux de la licence et du genre malgré ses gros défauts. Et si ce jeu m'a autant marqué, c'est parce que j'avais jamais rien vu de pareil en fait. Entre les combats sur damier, des guerres à grande échelle et une montée en puissance ultra marquée des personnages, c'était complètement neuf pour moi. Avant ça, je connaissais du RPG et du JRPG que Final Fantasy, ses jauges ATB ou son tour par tour, ces histoires de grande envergure qui font finalement intervenir assez peu d'acteurs, du moins dans les épisodes que j'ai faits. Du coup, Radiant Dawn et ses conflits politiques qui engagent des races complètes, des nations entières et qui nous fait incarner plus de 70 personnages, c'était hyper impressionnant pour moi et j'avais rarement eu autant l'impression de prendre part à une aventure épique. Pourtant, pour l'époque, le jeu était immonde et la mise en scène vraiment pas folle, mais vu que j'y jouais sur Wii, alors que mes potes avaient des 360, j'étais pas à ça près, les jeux moches et à la bourre, ça me connaissait. C'est aussi un jeu qui m'a marqué parce qu'il était super dur. Les puristes me corrigeront si je me trompe, mais il me semble que dans la traduction occidentale, les modes de difficulté ont été mal traduits. En gros, le mode normal japonais est devenu le mode facile occidental. Le difficile japonais est devenu le normal occidental, etc. Du coup, plein de joueurs, dont moi, ont joué en difficile sans le savoir. J'ai quand même réussi à en voir le bout en galérant, mais c'était vraiment chaud. Et en repensant à ce jeu, je repense forcément à ce sentiment d'anxiété et cette impression que chaque perso peut crever d'une seconde à l'autre, et ça rendait ce climat de guerre vraiment palpable, et j'étais vraiment à fond dans chaque décision. Parce que comme j'ai dit plus tôt, chaque mort de perso est définitive. C'est donc tout à fait possible de se détruire une partie en perdant trop de personnages et du coup être dans l'incapacité de terminer les missions suivantes, et du coup on doit tout recommencer depuis le début. Personnellement, dès mon premier épisode, j'ai utilisé la technique de la gruge, je relançais la console pour recommencer la mission et récupérer mes unités. Sauf dans des rares cas où je gagnais vraiment in extremis ou que la bataille était vraiment hyper difficile et que je sentais que je touchais au but, donc tant pis, je perdais une unité, mais je continuais. Je m'autorisais, et je m'autorise toujours quand même, quelques morts de perso, notamment en toute fin de partie dans les dernières missions, où j'étais prêt à sacrifier la moitié de mon équipe pour réussir à battre le grand méchant. Du coup, mes dernières heures de jeu, elles ressemblent souvent à des missions suicides. Et franchement, j'en garde un souvenir de ouf parce que c'était une expérience assez incroyable, notamment parce que les persos de Fire Emblem, on s'y attache assez rapidement. On s'y attache parce qu'on les voit passer de pécor nul à chevalier inarrêtable. On s'y attache parce que le character design est vraiment hyper solide, mais ça on reviendra dessus plus tard. Mais on s'y attache aussi et surtout parce qu'on apprend à les connaître. Chaque unité alliée est unique dans Fire Emblem. Chaque personnage a ses statistiques et ses chances de devenir efficace dans tel ou tel domaine. Dans les épisodes récents, la plupart ont des techniques perso et une ou plusieurs routes de build qui lui permettront de devenir complètement craqué. Ces unités, elles ont pour la plupart leurs affinités les unes avec les autres, une backstory, des objectifs clairs et une progression logique. Et c'est là où pour moi, Fire Emblem prend tout son sens et passe d'une licence de tactical heroic fantasy bien foutue à une saga à la logique implacable et au système de jeu hyper cohérent. Même si, évidemment, au fil des années, certains épisodes se sont permis quelques écarts. Tout dans Fire Emblem, du game design à la narration en passant par le character design ou les systèmes de jeu, sont au service de l'expérience. Tous ces éléments vont dans la même direction pour offrir une simulation tactique où les relations des personnages, leur développement et leur parcours ont autant d'importance que les batailles qui sont menées. Et pour créer cette simulation, Fire Emblem utilise énormément de ressorts différents. C'est un jeu qui a beaucoup de systèmes. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui connaissent pas trop, on va dérouler la boucle de gameplay traditionnelle de Fire Emblem. Globalement, dans Fire Emblem, on suit une structure assez classique. Séquence narrative, gestion et character building, combat. Et puis on répète. Concrètement, on va nous dévoiler l'intrigue d'un conflit entre différentes nations qui va généralement être perturbé par des forces plus grandes où différents héros vont avoir un rôle crucial dans le déroulé. Autour de ces héros gravitent des personnages secondaires et tertiaires qui ont des liens plus ou moins forts avec les héros et leurs camarades.
Au fil de l'aventure et de manière très classique, ces protagonistes vont mûrir, rencontrer de nouveaux alliés, gagner en puissance et en importance dans la résolution du conflit qui prend place. Ça, c'est pour les phases narratives. Les phases de character building et de gestion, elles vont nous permettre d'équiper les héros de meilleures armes en fonction de leurs nouvelles compétences, de les entraîner, de leur donner de nouveaux objectifs, mais aussi et surtout de renforcer leurs liens. Régulièrement, on peut lancer des dialogues de support qui marquent l'évolution de leurs relations. Ces relations, elles ont différents grades qui vont de D à S. Plus cette note est haute, plus leur lien est fort, et plus ils vont pouvoir s'entraider. Dans les phases de combat, chaque action va non seulement faire monter l'expérience de nos unités, leur niveau de classe, mais en plus, s'ils agissent proche d'un allié ou en collaboration avec eux, ils vont renforcer encore davantage leur lien. Et ce lien, il va avoir une incidence plus ou moins importante en fonction de l'épisode. Ça peut simplement être un boost de stats, comme carrément l'interception complète d'une attaque qui aurait pu être fatale. Et c'est là que le jeu devient vraiment extrêmement intéressant. Parce que voir deux alliés devenir les meilleurs amis du monde après des débuts compliqués, les voir combattre côte à côte et se sauver d'une mort définitive in extremis, c'est franchement incroyable à vivre quand on est investi émotionnellement dans l'histoire. C'est là où pour moi Fire Emblem se démarque vraiment, et certains épisodes poussent le délire encore plus loin en permettant à certains personnages de tomber amoureux, d'avoir des enfants, et grâce à un tour de passe-passe scénaristique, ces enfants ils pourront être jouables, ils auront des prédispositions plus ou moins balèzes en fonction de leurs parents. Par exemple, le fils d'un lancier ou d'une archère sera plus ou moins balèze dans ces domaines. Et ces couples, en fonction des épisodes, ils sont pas forcément figés par le jeu, on peut en créer différents et expérimenter, même si certains sont clairement encouragés par le scénario. Du coup, ces trois éléments qui s'enchevêtrent, ils créent plein de micro-situations et de scénarios que le joueur a le sentiment d'être le seul à voir parce qu'ils sont le fruit de ses choix tactiques. Ça donne le sentiment de participer à une histoire unique, et ça crée aussi une expérience de jeu qui est super organique et un attachement émotionnel assez fou au personnage. Et c'est en ça que perdre une unité, ça fait vraiment chier, ça peut vraiment être déchirant, autant d'un point de vue tactique que d'un point de vue émotionnel. Et cet investissement émotionnel et cet attachement, pour moi, c'est ça, Fire Emblem. Évidemment, ça passe par énormément de moyens différents, mais la finalité, c'est ça. Et c'est pour ça que la licence a eu tendance à créer des gimmicks chelous dernièrement, qui à mon avis sont supposés renforcer cet aspect-là. Mais au final, c'est juste cringe. Comme le fait de pouvoir inviter une unité chez toi pour la mater rougir et interagir avec elle. Et c'est pareil dans Free Houses, le dernier épisode, où on peut inviter des étudiants à prendre le thé, littéralement les draguer, alors qu'il y a des gamines de 15 ans. Ça c'est un peu trop japonais pour moi, j'avoue. Plus largement, Free Houses, c'est aussi un épisode qui nous met dans la peau d'un professeur qui choisit une classe à prendre sous son aile. On peut donc participer à la vie de l'école, faire des tâches avec les élèves, leur offrir des cadeaux. Et tout ça, j'ai trouvé que ça devenait assez vite redondant et fastidieux dans cet épisode, qui, malgré ce défaut, est probablement le plus jusqu'au boutiste de tous. Parce qu'en permettant de donner des cours et des objectifs aux élèves et d'en recruter de nouveau d'autres classes, c'est probablement un des JRPG avec le plus de customisation possible. Surtout qu'avec la tendance récente de la série à permettre de changer de classe un peu à la volée, chaque perso peut expérimenter de nombreux builds. Le theorycraft est à peu près infini, surtout quand on commence à impliquer les supports dans l'équation pour favoriser certaines situations. Chaque étudiant a ses facilités et ses difficultés à apprendre dans certains domaines, d'autres ont un don inné qui, s'il est creusé, peut permettre d'apprendre des techniques spécifiques qui peuvent aboutir sur des builds ultra stylés. Bref, c'est une licence qui va de plus en plus loin dans ses systèmes de jeu. Et encore une fois, tout ce temps et cette énergie investie dans des personnages qu'on apprend à connaître au fil des missions rend leur mort potentielle intolérable. C'est évidemment impossible d'aborder toutes les subtilités mécaniques de chaque épisode, de tous les systèmes de jeu, de tous les arcs et de tous les persos marquants dans une vidéo, surtout dans une vidéo si courte, et surtout quand on n'a fait qu'une fraction de tous les jeux comme moi. C'est compliqué aussi d'être extrêmement exhaustif parce que c'est une licence qui a beaucoup évolué et qui a fait beaucoup de choses différentes au fil des épisodes. Fire Emblem, c'est une saga qui n'hésite pas à jeter des mécaniques, à faire revenir des systèmes d'il y a 3 épisodes, à jouer avec les conventions du genre et avec ses propres règles. Par exemple, certains ont vécu comme une trahison la plus ou moins suppression du triangle des armes dans Free Houses, c'est un système dans lequel certaines unités vont être fortes contre d'autres types. La lance bat l'épée, qui bat la hache, qui bat la lance. D'autres ont détesté le système de duo d'Awakening, qui met l'emphase sur les couples. En gros, on peut lier 2 unités sur le champ de bataille pour améliorer leurs stats et se battre en coopération. Ça casse complètement le jeu et le perso principal devient vraiment un dieu, littéralement le perso le plus puissant de toute l'histoire de la saga. Mais en même temps, c'est raccord avec le fait que c'est un épisode où on peut marier nos unités et avoir un enfant. Mais globalement, Awakening, c'est un épisode qui a vraiment scindé la fanbase pour plein de raisons. Des cartes qui sont jugées trop simples, le système de duo, le scénario qui est jugé en dessous du niveau de la licence, et c'est à partir de là que le character design de la saga a commencé à s'éloigner d'une forme de réalisme, ou du moins de cohérence. Et si on peut regretter la direction qu'a pris le character design depuis Awakening, il en est pas moins extrêmement efficace. Prenons Léonie de Free Houses par exemple. Là comme ça, on peut se dire que c'est un perso plutôt banal comme une grande partie du cast. Premièrement, pour contre-argumenter, je dirais qu'on projette beaucoup dans les personnages et que par la force des choses, il devient de plus en plus charismatique au fur et à mesure de ses exploits, qu'ils soient narratifs ou dans les combats.
Et deuxièmement, beaucoup d'éléments visuels caractérisent son personnage et communiquent d'emblée sa personnalité. C'est une roturière et pas une noble, contrairement à la plupart de ses congénères. Du coup, elle n'a pas eu accès à un certain niveau d'éducation qui aurait pu lui permettre d'apprendre la magie. Mais vu qu'elle a une détermination à toute épreuve, elle veut être puissante et polyvalente. Elle a donc les cheveux courts, ce que beaucoup de nobles ne feraient pas d'ailleurs, mais elle les a courts pour ne pas être gênée en combat. Elle a une veste attachée à la taille pour faire part à différentes conditions météo, et elle a constamment des gants d'archer aux mains. Et c'est une discipline qu'elle travaille conjointement avec la lance. Le perso a pas dit un mot, et rien qu'avec son caractère design et sa fiche de perso, on a un archétype qui se tient, et un avatar qui a des objectifs clairs. Évidemment, tous n'ont pas un caractère design aussi parlant, notamment parce qu'en fonction des épisodes, les héros ont plus ou moins de liberté de build, il faut donc que ce design visuel ne jure avec aucune possibilité. Puis bon, les fautes de goût sont pas non plus très rares, j'avoue. De base, les héros ont des armures logiques, des vêtements adaptés et des proportions raisonnables, mais ça a commencé à se waifuiser à partir d'Awakening. C'est dommage parce que le ton en a un peu souffert, je trouve, mais ça empêche pas cet épisode d'être un de mes préférés. Notamment parce qu'il a sauvé la licence qui s'apprêtait à crever dans l'indifférence générale. Mais aussi parce que c'est le jeu dans lequel il y a Lucina, qui est le personnage qui représente le pic du chara-design de la licence selon moi, et c'est aussi le jeu qui a le rythme le plus soutenu. Parce qu'avec le temps, de nombreux systèmes se sont ajoutés. On est passé de simples enchaînements de missions pour les premiers épisodes, à des missions entrecoupées de caractère building et de dialogue de support, jusqu'à certains épisodes qui rajoutent une couche de gestion ou même de l'exploration. Et ce que je trouve assez ouf, c'est que malgré tous ces essais et toutes ces expérimentations, ça reste toujours Fire Emblem, et j'ai pas du tout le sentiment que la licence se soit perdue de vue. Elle a eu beaucoup de visages, des ambitions variées, des mécaniques uniques, mais le cœur de l'expérience, créer un lien fort avec ses avatars et s'investir de ouf dans leur destin et leurs évolutions, c'est toujours resté. Et ce, malgré les nombreux risques scénaristiques qui ont été pris au fil des années. C'est vrai qu'on a très souvent affaire à des histoires de lords qui voient leur royaume mis en péril par un autre peuple et des forces démoniaques, les structures narratives s'enchaînent, mais se ressemblent pas tant que ça. Par exemple, si Path of Radiance raconte une histoire en ligne droite très proche du mythe du héros, sa suite, Radiant Dawn, nous fait suivre différents groupes pour donner une plus grande ampleur au récit. La narration est donc plus éclatée, et c'est pas toujours un succès, notamment parce que la Brigade de l'Aube, le premier groupe, devient complètement naze quand on les récupère en fin de partie, et ça peut aussi être frustrant parce qu'on met un bon moment à retrouver les héros du précédent épisode qu'on a appris à aimer. Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia fait parcourir 2 campagnes en parallèle et use d'une ironie dramatique qui réunit les 2 protagonistes. C'est pas un spoil, c'est le tout début du jeu, et après je sais pas comment c'est utilisé parce que j'ai que quelques heures au compteur, mais le prémisse est très stylé et il tranche plutôt avec la structure des autres épisodes. Fates, même si c'est pas complètement réussi, impose au joueur de choisir la famille à laquelle il veut se rallier en achetant différentes versions du jeu. Ce principe a été repris dans Free Houses où on choisit une des 3 classes d'élèves menées par 3 lords différents, sauf que là les 3 routes sont dans le même jeu. Et si les grandes lignes de l'aventure sont identiques, la perspective change complètement et les personnages de chaque maison sont différents et rendent les 3 voies uniques. Là par exemple, je suis à ma 2e run que je fais en New Game Plus et honnêtement, je redécouvre complètement le jeu, c'est assez fou. Globalement, et ça c'est tout à son honneur, on sent que c'est une licence qui aime pas se reposer sur ses lauriers. Chaque épisode depuis Awakening repose sur une mécanique ou un concept fort qui va orienter la structure de l'aventure ou les combats en fonction des choix du joueur. C'est quelque chose que Fire Emblem a pu se permettre parce qu'après une dizaine d'épisodes, le cœur de gameplay était bien établi et les devs ont eu le loisir d'expérimenter. C'est un aspect de la licence que je trouve très stylé et ça offre une personnalité à la plupart des épisodes récents. Même si ça amène parfois quelques dérives et que ça s'accompagne de quelques défauts. On a déjà parlé d'Awakening qui est tout cassé, on peut aussi parler du fait que certaines routes de Free Houses s'intègrent un peu moins bien à la trame globale et ont un ventre mou. Certaines mécaniques de certains épisodes sont un peu trop japonaises, d'autres cassent le rythme. Chacun aura son appréciation personnelle, aura plus ou moins d'amour pour tel ou tel épisode, mais globalement, toutes ces prises de risques sont quand même vraiment stylées. À ceux qui voient un jeu de weeb qui fétichise des persos, je dirais que oui, il y a clairement une base de joueurs pour qui c'est le cœur du jeu, et certains épisodes l'encouragent vraiment. Et ça, j'avoue que c'est pas un aspect qui me plaît beaucoup dans cette licence. Mais selon moi, c'est avant tout une série qui a des systèmes de jeu assez hallucinants et qui a une proposition unique. Faut le voir comme un XCOM où on en a quelque chose à foutre des persos. Où le sel de l'aventure réside dans toutes les micro-histoires uniques, les possibilités de character building énormes et l'attachement émotionnel au héros. Bref, c'est absolument pas une licence dont je suis expert, j'ai pas fait tous les épisodes du tout, mais c'est une série que je trouve incroyablement stylée et qui parvient systématiquement à offrir ce qu'elle promet. Une histoire épique, parfois pas hyper bien amenée et souvent téléphonée, mais dans laquelle on est obligé d'être investi tant tous les éléments présents sont au service de l'expérience. Ce sont des jeux qui sont extrêmement japonais, donc si on n'aime pas, ça peut être compliqué et ils ont plein d'autres défauts, mais ce sont probablement les jeux les plus cohérents auxquels j'ai jamais joué. Je suis désolé si j'ai pas parlé beaucoup des épisodes GBA, dont j'ai fait qu'un épisode, j'ai découvert la série sur console de salon, et j'ai assez peu creusé les anciens épisodes. Je serais pas contre des petits portages sur Switch, j'avoue, mais visiblement Nintendo veut pas mon argent. Du GBA, du GameCube, je suis chaud, envoyé, parce que payer 150 balles pour Radiant Dawn alors que je l'ai vendu 20 balles à l'époque, c'est non.
Je suis quand même vraiment très curieux de voir la direction que va prendre la licence parce que Three Houses m'a quand même bien surpris en termes de possibilités de gameplay, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui, je le rappelle, est avant tout un cri du cœur. Je comptais absolument pas être exhaustif sur cette licence ou me prétendre être un fan ultra hardcore. Juste, j'adore, je pense que c'est une de mes sagas préférées et je voulais partager mon amour et qui sait peut-être en motiver un ou deux à essayer. N'oubliez pas que je stream chaque midi, du lundi au vendredi, et que vous pouvez me soutenir sur Utip si vous voulez apparaître au générique et avoir les vidéos en avance quand c'est possible pour moi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.